Donc, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion du système de contrôle constitutionnel. Vous savez qu'en première année, je vous ai parlé de la notion de justice constitutionnelle ou état de droit constitutionnel. Je vous ai dit que le concept justice constitutionnelle a pris naissance au XXe siècle en Europe dans une perspective de création d'une instance, de tribunal qui sera chargé de veiller au respect de la Constitution. Alors, vous savez que selon la fameuse théorie de la hiérarchie des normes de Kelsen, la Constitution est la norme fondamentale qui se trouve au sommet de toutes les normes. Donc, toutes les normes inférieures, pour qu'elles soient valides, elles doivent se conformer à la Constitution. Donc, cette idée de justice constitutionnelle a pris naissance en Europe, c'est juste pour empêcher les dérives parlementaires tendant à violer la Constitution qui est la norme de référence. Vous savez qu'il y a une lutte entre les parlementaires qui essaient de voter des lois qui sont contraires à la Constitution. Donc, le fait que les parlementaires font des lois, lorsque ces lois ne sont pas conformées à la Constitution, il s'agit d'une violation flagrante de la norme fondamentale qui se trouve au sommet de toutes les normes. C'est dans cette perspective, vous allez voir que les grands penseurs du droit constitutionnel vont imaginer une instance, un tribunal qui sera chargé d'assurer le contrôle de la constitutionnalité des lois. C'est-à-dire que avant qu'une loi soit publiée, qui est votée par le Parlement, le tribunal constitutionnel a un droit de regard a priori pour voir est-ce que cette loi se conforme à la Constitution. Donc, le fait que la Constitution existe, certes, elle est au-dessus de toutes les normes, mais s'il n'existe pas un tribunal qui est là pour assurer un véritable contrôle de la constitutionnalité des lois, c'est comme si cette Constitution, je dirais, n'a pas sa raison d'être. Elle existe dans la forme, mais elle n'a aucun fondement en termes d'effectivité. C'est pourquoi il faut qu'il y ait un tribunal, il faut qu'il y ait une instance suprême qui sera en mesure d'assurer la vérification des normes inférieures par rapport à la Constitution. D'où la raison pour laquelle vous allez voir que en France, dans plusieurs pays en Europe, eh bien, l'idée de justice constitutionnelle va prendre naissance. En première année, je vous ai dit qu'il y a deux grands systèmes de contrôle constitutionnel. Il y a le système américain qui se fonde sur la voie d'exception, c'est-à-dire qu'à posteriori, c'est lorsqu'il existe un litige par devant des tribunaux et qu'une partie soulève une exception préjudicielle de constitutionnalité, eh bien, la partie qui soulève cette exception, eh bien, doit porter l'affaire par devant la juridiction suprême en vue de constater la conformité de cette loi-là qui fait l'objet d'exceptions préjudicielles par devant le tribunal suprême, par devant le tribunal constitutionnel. Si vous êtes aux États-Unis d'Amérique, vous allez
vous allez vous référer à ce qu'on appelle au tribunal suprême qui est chargé de vérifier est-ce que la loi qui fait l'objet d'exceptions préjudicielles de constitutionnalité est conforme à la Constitution. Mais le système européen, c'est un système qui se fonde de manière a priori, c'est-à-dire avant la publication de la loi. Avant la publication de la loi, il existe un tribunal constitutionnel qui est là pour vérifier est-ce que cette loi-là qui est votée par le Parlement se conforme à la Constitution. Donc, le Conseil constitutionnel donne préalablement son avis avant la publication de cette loi. Mais cependant, au sein du système américain, vous allez voir que cette loi existe déjà dans le corps des règles de l'État, dans l'ordonnancement juridique de l'État. Cela veut dire que cette loi est en vigueur, c'est pendant qu'il existe un procès par devant un tribunal et qu'une partie soulève une exception préjudicielle. C'est-à-dire qu'il y a un incident qui se crée par devant le tribunal. Donc la partie qui soulève l'exception demande un sursis à l'audition de l'affaire parce que cette loi qui fait l'objet d'application n'est pas conforme à la Constitution. Dans ce cas, le juge qui entend l'affaire accordera un sursis et renvoie la partie qui soulève l'exception par devant le tribunal compétent pour statuer sur la conformité de cette loi-là par rapport à la Constitution. Et je vous ai dit en première année, le système américain est un système concret. Cela, il faut qu'il y ait un litige et de plus. C'est un système qui crée un effet relatif. Pourquoi? C'est parce que même si le tribunal suprême constate la non-conformité de cette loi par rapport à la Constitution, on ne va pas déclasser cette loi-là dans l'ordonnancement juridique de l'État. Cette loi restera en vigueur. Pourquoi? C'est parce que une autre partie peut soulever cette même exception. Mais cependant, dans le système européen, une fois que le tribunal suprême constate que cette loi-là ne se conforme pas à la Constitution, celle-ci sera déclassée dans l'ordonnancement juridique de l'État. Je vous ai dit que le système américain est un système décentralisé en première année. Pourquoi? C'est parce que n'importe quel tribunal peut assurer donc le contrôle de la constitutionnalité des lois. Donc, on n'a pas besoin de penser à un tribunal suprême pour contrôler la conformité d'une loi inférieure par rapport à la Constitution. Donc, n'importe quel tribunal peut effectuer un tel contrôle dans le système américain. Tandis que dans le système européen, donc, c'est un système concentré, il y a un organe spécial qui est là pour effectuer le contrôle de la constitutionnalité des lois. Donc, le système européen n'est pas décentralisé. Il est concentré entre les mains d'un organe spécial qui est le tribunal constitutionnel ou bien qui est la Cour constitutionnelle, dépendamment de l'État en question. Donc, de ce fait, étant donné qu'en première année, je vous ai parlé de la notion de justice constitutionnelle, cette notion sera en vogue au sein des pays latino-américains. Tous les États qui expérimentent de nouvelles constitutions au sein du monde contemporain, arrivent à promouvoir la notion de justice constitutionnelle. Vous voyez. Donc, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une instance, un tribunal suprême, n'est-ce pas, qui est là pour veiller au respect de la norme fondamentale. Le fait que la Constitution chapeaute toutes les autres normes, il faut qu'il y ait une instance, un tribunal qui existe pour assurer la vérification de toutes les normes inférieures par rapport à cette norme supérieure. Il faut qu'on mette l'accent sur le cas haïtien. Donc, l'idée
de justice constitutionnelle, c'est apparu en Haïti en 1843 avec cette fameuse constitution libérale. Alors, vous savez que je vous ai dit que c'est la première constitution qui va déclencher la deuxième période, n'est-ce pas? C'est-à-dire que entre les passages du libéralisme et la conservation du présidentialisme à vie. Vous savez que la constitution de 1843 est l'une des grandes constitutions libérales que le pays a connues. Et bien, dans cette constitution que vous allez voir, il existe l'idée de justice constitutionnelle. Cela veut dire que on a déjà prévu un système de contrôle constitutionnel, eh bien, par voie d'action, c'est-à-dire a posteriori. C'est-à-dire que c'est la Cour de cassation, n'est-ce pas, qui assure le contrôle de la constitutionnalité des lois en cas de litige, lorsqu'il existe un litige, n'est-ce pas? Donc, c'était un système de contrôle a posteriori, c'est-à-dire que par voie d'action, c'est-à-dire que la loi est déjà publiée. Eh bien, la Constitution de 1943 reconnaît un tel système de contrôle en se référant à l'article 143 de cette Constitution. Et vous allez voir que dans la Constitution de 1867, eh bien, cette Constitution, d'accord, reprend le système de contrôle a posteriori, c'est-à-dire par voie d'action, n'est-ce pas? Et vous allez voir que dans la Constitution de 1946, sous André Richer, on a supprimé, d'accord, ce contrôle constitutionnel a posteriori. C'est en 1967 qu'on va reprendre l'article 143 qui accorde une prérogative au contrôle constitutionnel qui se fait par voie d'action, c'est-à-dire que lorsqu'il existe un litige. C'est-à-dire que c'est la Cour de cassation ou le tribunal suprême qui est chargé d'assurer le contrôle de la constitutionnalité des lois. Lorsqu'une partie soulève une exception préjudicielle devant un tribunal, il faut que celle-ci se rende devant la Cour de cassation pour assurer la vérification de cette loi sujet d'exception. Et si vous voyez. Et vous allez voir que en 1879, l'article 39 de cette Constitution reprend ce même contrôle par voie d'action, et si vous voyez. Mais c'est supprimé avec la Constitution de 1874. Vous allez voir, cette prérogative a été supprimée, c'est-à-dire que le fait d'accorder la prérogative à la Cour de cassation d'effectuer un contrôle a posteriori, ça a été supprimé par la Constitution de 1874. Mais en 1879, eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? On va reprendre cette même idée, d'accord, de contrôle constitutionnel a posteriori. Et la Constitution de 1918, article 99, et il y a une loi en 1918 qui a été créée, qui essaie d'organiser la Cour de cassation, le tribunal de cassation, et dans cette loi, on a prévu, c'est ce qu'on appelle un contrôle de constitutionnalité des lois par voie d'action. C'est-à-dire que la Cour de cassation est le tribunal suprême qui est chargé de vérifier la conformité d'une loi, d'accord, pour voir est-ce que celle-ci se conforme à la Constitution. Et de plus, au sein de la Constitution de 1935, il faut qu'on mette l'accent sur l'article 144 de cette Constitution, l'article 31 de la Constitution de 1950 et l'article 38 et 23 de la Constitution de 1957 et l'article 118 de la Constitution de 1964, eh bien, toutes ces constitutions, eh bien, reprennent l'idée de justice constitutionnelle a posteriori, par voie d'action. C'est-à-dire que la loi est déjà publiée et qu'une partie soulève une exception par devant un juge pour dire que voilà,
cette loi-là ne se conforme pas à la Constitution, je demande au juge de s'asseoir à l'audition de l'affaire, à charge par la partie dirigeante de se rendre par devant le tribunal compétent pour vérifier la conformité de cette loi-là par rapport à la Constitution. Eh bien, actuellement, donc, nous allons laisser l'aspect historique de la question. Je voudrais vous montrer que au sein des premières constitutions, on avait déjà prévu le système de contrôle a posteriori, par voie d'action. Et cet ancien CET, système de contrôle a posteriori, sera consacré dans la Constitution du 29 mars 1947. Et vous savez qu'en 1947, on est arrivé à la naissance d'une nouvelle constitution, une constitution qui prend naissance dans un contexte post-duvalieriste, en mettant fin à un régime autoritaire, une constitution qui se fonde sur une approche révolutionnaire, tout en chambardant l'ancien ordre des choses. Cette constitution allait reprendre l'idée de justice constitutionnelle qui se fait de manière a posteriori par voie d'action. C'est-à-dire la loi est déjà publiée, la loi est déjà en vigueur et concrètement, par devant un tribunal, une partie soulève une exception préjudicielle et c'est la Cour de cassation qui est compétente pour assurer la vérification de cette norme inférieure-là, sujet faisant l'objet, d'accord, d'exception préjudicielle de constitutionnalité. Eh bien, la Constitution de 1987, du 29 en 1987, en ses articles 183, 183, 183-1, 183-2, eh bien, consacre l'ancien système de contrôle constitutionnel par voie d'exception, non par voie d'action, par voie d'exception. C'est-à-dire dont la procédure est tracée par le décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire en son article 143. En son article 143. Qu'est-ce qu'il faut retenir? La Constitution de 1987 a prévu l'ancien système de contrôle constitutionnel qui se fonde sur la voie d'exception. C'est-à-dire que, en cas de litige entre les parties, il se peut que l'une d'entre elles soulève une exception préjudicielle de constitutionnalité, eh bien, le juge qui entend l'affaire accordera un sursis à l'audition de l'affaire et renvoie la particulière exception par devant la Cour de cassation en vue de trancher sur cette exception. Mais, écoutez-moi bien, la Constitution de 1987 n'a pas prévu la procédure qu'il faut adopter. Il faut qu'il y ait une procédure, c'est-à-dire la marche à suivre pour saisir la Cour de cassation. Cette Constitution n'a pas prévu la procédure pour suivre la marche qu'il faut observer en vue de saisir la Cour de cassation. C'est là le véritable problème. Donc, il y a un vide normatif, il y a un vide textuel en ce qui a trait à la procédure tracée pour pouvoir saisir la Cour de cassation. C'est de même qu'on a prévu la Cour de justice au sein de cette Constitution, la Haute Cour de justice, mais on n'a pas prévu une procédure pour saisir la Haute Cour de justice. Comment va-t-on saisir la Haute Cour de justice? C'est un véritable problème. Il faut qu'on arrive à adopter une procédure pour voir quelle est la voie tracée, d'accord, pour pouvoir saisir, eh bien, la Haute Cour de justice. Quelle est la voie tracée pour saisir la Cour de cassation en cas où une partie soulève une exception préjudicielle de constitutionnalité. C'est de cette perspective
En 1995, avec le décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire, c'est un décret organique servant à organiser le pouvoir judiciaire. Eh bien, ce décret, en son article 143, a prévu la procédure qu'il faut respecter pour saisir la Cour de cassation en cas où une partie soulève une exception préjudicielle par devant un tribunal de droit commun. Que dit l'article 143 de ce fameux décret sur l'organisation judiciaire? Vous allez voir, l'article 143 est ainsi libellé. Voilà la procédure tracée pour saisir la Cour de cassation en cas où une partie soulève une exception préjudicielle de constitutionnalité. L'exception d'inconstitutionnalité peut être proposée en tout état de cause et même pour la première fois devant la Cour de cassation. Les tribunaux de paix, les tribunaux de première instance, le tribunal terrien, la Cour d'appel ou la section de la Cour de cassation, régulièrement saisie de l'exception, sur soi à statuer et renvoie les parties par devant les sections réunies de la Cour de cassation dans un délai qui n'excède pas un mois. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'il existe un procès, soit par devant le tribunal de paix, n'est-ce pas? Soit par devant le tribunal de première instance, soit par devant la Cour d'appel, ou soit par devant la Cour de cassation, en ce qui a trait à sa section simple, eh bien, la partie qui soulève l'exception, eh bien, peut adopter la procédure qui est tracée par l'article 143 en saisissant la section réunie de la Cour de cassation. Qu'est-ce que cela veut dire lorsqu'on parle de section réunie? Cela veut dire que tous les juges du tribunal de cassation seront siégés pour entendre cette affaire de manière plénière. C'est-à-dire que tous les juges seront siégés pour entendre cette affaire. C'est pas une section simple où 3 juges peuvent siéger pour entendre une affaire à l'ordinaire, mais c'est de manière extraordinaire. Tous les juges sont siégés. Et cela veut dire que ça peut arriver qu'il y a une carence de juges. Si il y a une carence de juges, eh bien, il faut au moins 7 juges pour qu'il y ait section réunie par devant la Cour de cassation, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle de section réunie, c'est qu'il faut qu'on ait un minimum de 7 juges, ou bien tous les juges siègent à l'audition de l'affaire. Et vous allez voir que, en cas de second recours, lorsqu'on parle de second recours, lorsqu'on a exercé un premier recours par devant la Cour de cassation, ça peut arriver que la Cour de cassation casse la décision et la renvoie par devant un tribunal, un autre tribunal de même compétence, ce qu'on appelle tribunal de renvoi, pour réapprécier l'affaire. En cas exemplaire, ça peut arriver que le tribunal de première instance de Hinche, ou bien la Cour d'appel de Hinche, a rendu une décision et que l'une des parties conteste la décision de la Cour d'appel. Et celle-ci va exercer un pouvoir par devant la Cour de cassation. Ça peut arriver que, étant arrivé par devant la Cour de cassation, la Cour de cassation constate la violation de la loi. Eh bien, la première section simple qui entend l'affaire, ça peut arriver que cette section-là va casser la décision et la renvoie par devant une autre cour d'appel du pays. Ça peut arriver que la Cour de cassation renvoie l'affaire par devant la cour d'appel du cap haïtien pour réentendre l'affaire. Si l'une des parties, eh bien, conteste
la décision qui sera rendue par la Cour d'appel du Cap haïtien, dans ce cas, elle exercera un second recours. Et c'est la section réunie de la Cour de cassation qui va entendre cette affaire. Et une fois que cette affaire est entendue par la section réunie, et c'est fini, c'est entériné par une décision finale. Donc, ça acquis l'autorité de la chose souverainement jugée. Et c'est pourquoi, à chaque fois qu'on parle de section réunie, il faut qu'on mette l'accent sur tous les juges de la Cour de cassation siègent pour entendre une affaire, ou bien 7 juges au moins siègent pour auditionner une affaire. D'où la raison pour laquelle vous remarquez comment on a prévu une procédure au sein du décret du 22 août 1995. Il n'y a pas de texte formel dans la Constitution de 1987 servant à tracer la procédure pour saisir la Cour de cassation en cas de recours en inconstitutionnalité des lois. Et le décret du 22 août 1995 eh bien, arrive à combler ce vide textuel dans la Constitution de 1987 en essayant de tracer une procédure. Il faut suivre la voie tracée par le décret du 22 août 1995 en se référant à son article 143. C'est vrai. Mais écoutez-moi bien. En 2011, on va se basculer au sein d'un nouveau système de contrôle constitutionnel. Donc, on va entrer d'emblée au sein d'un nouveau système de contrôle constitutionnel avec la Constitution amendée en mai 2011. En mai 2011, la Constitution 1987 va connaître sa première révision, son premier amendement. Même si on arrive à contester cette révision constitutionnelle, on a dit que c'est un amendement qui est frauduleux parce que la vraie loi constitutionnelle qui a été adoptée par le Parlement, eh bien, a été fondée. Pourquoi? C'est parce que il y a un rapport qui a été rendu par certains parlementaires pour montrer que le texte qui est publié par le président Joseph Martelly, c'est un texte qui est qualifié de fraude. Ce texte contient des normes et erreurs matérielles. Donc, c'est pas ce projet, cette proposition de loi constitutionnelle qui a été adoptée par le Parlement. On a dit que c'est un amendement qui est voué à l'échec. Pourquoi? C'est parce que la version créole reste intacte. Et c'est pourquoi nous sommes sous 2 empires constitutionnels. La Constitution de 1987, la version créole non amendée, et la Constitution de 1987, version française, amendée en 2011. Et c'est à partir de cette révision constitutionnelle, en mai 2011, on va adopter un nouveau système de contrôle constitutionnel en essayant de penser à ce qu'on appelle à la création d'un conseil constitutionnel de 9 membres. Donc, vous allez voir, l'article 190 de la Constitution de 1987 amendée version française prévoit la création d'un conseil constitutionnel de 9 membres. Cela veut dire que il y a une institution indépendante, un tribunal qui est créé pour assurer le contrôle de la constitutionnalité des lois, tant a priori, tant a posteriori. C'est-à-dire que avant la publication de la loi, il faut consulter les conseils constitutionnels pour statuer sur la conformité de cette loi-là par rapport à la Constitution. Si le conseil constate que cette loi-là ne se conforme pas à la Constitution, eh bien, il va donner un avis défavorable
Et ceci étant dit, l'exécutif ne sera incapable de procéder à la publication de cette loi. Pourquoi? C'est parce que, a priori, le Conseil a déjà donné son avis défavorable. Est-ce que vous voyez? Et de plus, vous allez voir, dans ce nouveau système constitutionnel, on a aussi conservé l'ancien système de contrôle, c'est-à-dire le contrôle a posteriori. Et bien, a posteriori, lorsqu'il existe un litige entre les parties et que l'une d'elles soulève une exception préjudicielle de constitutionnalité, eh bien, il faut que cette partie-là saisisse la Cour de cassation, et c'est la Cour de cassation qui va renvoyer l'affaire par devant le Conseil constitutionnel. Et c'est l'article 190 ter 5 et 198 ter 8 qui prévoit ces deux grands systèmes de contrôle constitutionnel. C'est-à-dire que le nouveau système de contrôle constitutionnel n'a pas chambardé l'ancien système de contrôle. Oui. Bon, terre là, c'est pas terre, c'est comme si des sous-points. Des sous-points, des alinéas. Des alinéas. OK? Des alinéas. Oui. Écoutez-moi bien. Vous remarquez comment le nouveau système de contrôle constitutionnel n'a pas chambardé dans le système de contrôle. Il conserve encore l'ancien système de contrôle. Mais c'est pas la Cour de cassation qui assure le contrôle de la constitutionnalité des lois a posteriori. Oui, il faut qu'on saisisse la Cour de cassation, mais la Cour de cassation n'a plus la prérogative d'effectuer un tel contrôle. Elle renvoie l'affaire par devant le Conseil constitutionnel qui est compétent à vérifier est-ce que cette loi-là, est-ce que cette norme inférieure-là se conforme à la Constitution. Alors, lisons l'article 190 bis de la Constitution amendée du 29 mars 1987. L'article 190 bis est ainsi libellé. Le Conseil constitutionnel est un organe chargé d'assurer la constitutionnalité des lois. Il est juge de la constitutionnalité de la loi, des règlements et des actes administratifs du pouvoir exécutif. Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Écoutez-moi bien. L'article 190 bis 1, le Conseil constitutionnel est composé de 9 membres. Vous voyez, 9 membres, dont 3 sont désignés par le pouvoir exécutif, 3 par l'Assemblée nationale à la majorité des 2 tiers des membres de chacun des 2 chambres, et 3 par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Cela veut dire que pour qu'on arrive à la nomination de ces 9 membres du Conseil, 3 de ces membres doivent être désignés par le pouvoir exécutif, 3 doivent être désignés par le pouvoir législatif et 3 doivent être désignés par le pouvoir judiciaire par les biais du CSPJ. Alors, vous allez voir que le Conseil constitutionnel comprend 3 magistrats ayant une expérience de 10 ans au moins, dont un est désigné par le pouvoir exécutif, un par l'Assemblée nationale à la majorité des 2 tiers, des membres de chacun des 2 chambres, un par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. 3 juristes de haut niveau, n'est-ce pas? Professeurs ou avocats ayant une expérience de 10 ans au moins, dont un est désigné par le pouvoir exécutif, un par l'Assemblée nationale et un par le pouvoir judiciaire par les biais du CSPJ. 3 personnalités de grande réputation professionnelle ayant une expérience de 10 ans au moins,
dont un est désigné par le pouvoir exécutif, etc. Alors, c'est la composition du conseil. Donc, pour désigner les membres du conseil, il faut respecter ces conditions dont je viens de citer en se référant à l'article 190 bis 1. Alors, on dit que le président de la République procède à la nomination des membres du Conseil constitutionnel par arrêté pris en Conseil des ministres conformément à l'article précédent. Donc, ici, vous allez voir, on essaie de créer cette institution pour veiller au respect de la Constitution en ce qui a trait à la conformité des normes inférieures par rapport à la Constitution. Et vous allez voir, l'article 190 ter 5 est ainsi libellé. Le Conseil constitutionnel veille et statue lorsqu'il est saisi par la constitutionnalité des lois avant leur promulgation. C'est-à-dire que le Conseil va statuer sur les lois qui sont votées par le Parlement avant leur publication. Est-ce que ces lois-là sont conformes à la Constitution? Donc, lorsque le Parlement vote des lois, avant la publication de ces lois par l'exécutif, le Conseil va vérifier est-ce que ces lois-là ne violent pas la Constitution. Et vous allez voir, on dit que sur la constitutionnalité des règlements intérieurs du Sénat et de la Chambre des députés avant leur mise en application. Ça peut arriver que le Parlement prend des règlements, d'accord? L'Assemblée nationale prend des règlements pour le fonctionnement du corps législatif. Eh bien, avant l'entrée en vigueur de ces règlements, le Conseil doit vérifier est-ce que ces règlements ne violent pas la Constitution. Sur les arrêtés. Au même fait, les lois en général peuvent être déférées au Conseil constitutionnel avant la promulgation par le président de la République, le président du Sénat, le président de la Chambre des députés, un groupe de 15 députés ou 10 sénateurs. Cela veut dire que quelle instance qui est habilitée à saisir le Conseil constitutionnel? Il faut qu'il y ait une instance, soit le pouvoir exécutif, le président de la République, soit le président du Sénat, ou bien 10 députés, ou 15 députés ou 10 sénateurs. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Ce sont les autorités politiques qui sont habilitées à saisir le Conseil constitutionnel. La première faiblesse qu'il faut relever, c'est que le Conseil constitutionnel n'a pas le pouvoir d'autosaisine. Il n'a pas le pouvoir d'autosaisine. Cela veut dire que si l'une de ces autorités politiques n'arrive pas à saisir le Conseil, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si ce Conseil existe, certes, mais il n'a pas d'autorité. Donc, il faut qu'il y ait le pouvoir exécutif ou bien le pouvoir législatif. Ce sont ces deux grands pouvoirs-là qui sont habilités à saisir le Conseil. Et c'est pourquoi je me suis dit, il y a une sorte de faiblesse. Pourquoi? C'est parce que la création d'un tel conseil mérite d'avoir le pouvoir d'autosaisine pour statuer sur les problèmes d'inconstitutionnalité des lois ou d'un cadre réglementaire qui viole la Constitution. Et vous allez voir, l'article 198 ter 8 est ainsi libellé lorsqu'à l'occasion d'une instance en cours, voyez, devant une juridiction, voyez, il est soulevé une exception d'inconstitutionnalité, le Conseil peut être saisi sur renvoi de la Cour de cassation. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est-à-dire lorsqu'il y a un litige en cours par devant un tribunal, c'est-à-dire c'est le contrôle a posteriori par voie d'exception. Cela veut dire que à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, lorsqu'il est soulevé une exception d'inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel peut être saisi sur renvoi de la Cour de cassation.
Cela veut dire que ça, si la disposition est déclarée constitutionnelle, le Conseil constitutionnel la renvoie au Parlement qui statue souverainement sur les cas. La nouvelle disposition, eh bien, ne sera promulguée ou elle ne sera pas promulguée. Si cette disposition est constitutionnelle, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va la retirer au sein de l'ordonnancement juridique de l'État. Et ça, vous voyez. Donc, cela veut dire que le nouveau système de contrôle constitutionnel se fonde sur deux approches. Sur l'ancienne approche qui se fonde de manière a posteriori, après, par voie d'exception, et par voie d'action, c'est-à-dire avant la publication de la loi. Mais je dois vous dire sincèrement qu'il existe un problème grave. Parce que le Conseil, jusqu'à présent, il n'existe pas. C'est sur la forme, ça existe. On a prévu sa création, certes, dans cette nouvelle constitution amendée, mais on n'arrive pas à mettre sur pied de manière matérielle l'existence d'une telle instance prestigieuse qui devrait être existée pour assurer le respect de la charte fondamentale de l'État ici. Ce conseil n'existait pas. Jusqu'à présent, on n'arrive jamais à nommer les 9 membres d'un tel conseil. Et je me suis dit, l'existence d'un tel conseil se trouve dans l'impasse. C'est sur le plan formel qu'il existe. Mais sur le plan matériel, le conseil n'existe pas. Quelle est l'instance qui est habilitée à assurer un contrôle de la constitutionnalité des lois actuellement? Est-ce la Cour de cassation qui est habilitée à les faire? Oui, je me suis dit, nous sommes encore sous l'empire de l'ancien système de contrôle constitutionnel. C'est la Cour de cassation qui est l'instance suprême habilitant à assurer un contrôle de la constitutionnalité des lois a posteriori, par voie d'excès, par voie d'exception, par devant la section réunie, parce que on n'arrive jamais à créer le système de contrôle constitutionnel de 9 membres. Ça se trouve dans l'impasse. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vais prendre les questions. La semaine prochaine, nous aurons à critiquer la faiblesse du Conseil constitutionnel existant formellement au sein de la Constitution de 1997 amendée, en se référant à l'article 190 bis. Nous allons avoir les irrégularités, les faiblesses textuelles, au point de vue exégétique. Nous allons analyser la faiblesse de tel Conseil constitutionnel, malgré son existence sur le plan formel, mais il existe d'énormes faiblesses en ce qui a trait à la création de tel système de contrôle. Et nous allons avoir ça. Il y a des contradictions qui existent entre plusieurs articles, tels que l'article 190 bis et l'article 180 et l'article 180 et l'article 180, je vais vous dire, il y a une contradiction qui existe entre l'article 190 bis et l'article 190 ter 5. Vous allez voir que dans l'article 190 ter 5, on a fait mention des lois avant les promulgations, des règlements intérieurs du Sénat et de la Chambre des députés avant leur application, et les arrêtés. Mais on n'a pas fait mention des décrets. On n'a pas fait mention des instruments internationaux. Pourquoi on n'arrive pas à énumérer les instruments internationaux? Pourquoi on n'arrive pas à énumérer les décrets? Or, cependant, au sein de l'article 190 bis, on a mis l'accent sur ce qu'on appelle sur,
les décrets, on a mis l'accent sur les décrets, sur les lois, parce qu'on a dit les actes administratifs. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'on dit dans l'article 190 bis? 190 bis. Le Conseil constitutionnel est un organe chargé d'assurer la constitutionnalité des lois, c'est-à-dire les lois votées par le Parlement. Il est juge de la constitutionnalité de la loi, des règlements et des actes administratifs ou exécutifs. Donc là, lorsqu'on parle des actes administratifs, on voit les cadres réglementaires. Mais ceci étant dit, là, c'est de manière générale. Mais vous allez voir l'article 190 tercé, on a mentionné seulement les arrêtés. Pourquoi on n'arrive pas à mentionner les décrets? Pourquoi on n'arrive pas à mentionner les instruments internationaux? Même si lorsqu'on parle de loi en général, au point de vue générique, on peut se référer aux instruments internationaux, mais il fallait qu'on arrive à énumérer les instruments internationaux, c'est-à-dire que pour que les conseils puissent vérifier leur conformité par rapport à la Constitution. Alors imaginez-vous, lorsque le Parlement ratifie des instruments internationaux, lorsque le Parlement ratifie des conventions, si le Conseil n'arrive pas à donner un avis favorable à ces conventions, qu'est-ce qui va se passer? Donc l'État sera engagé sur le plan externe. Donc c'est une obligation pour que le Conseil donne son avis sur les instruments internationaux avant leur ratification par le Parlement. C'est-à-dire qu'il faut que le Conseil vérifie la conformité des instruments internationaux par rapport à la Constitution. Les instruments internationaux sont un foie constitutionnel, n'est-ce pas? Sont inférieurs par rapport à la Constitution. Donc on ne peut pas laisser le champ libre au Parlement de ratifier les instruments internationaux qui peuvent engager l'État sur le plan externe. D'où la raison pour laquelle, oui, c'est une nouveauté en pensant à la création du Conseil constitutionnel de 9 membres, qui devient un organe juridictionnel capable de vérifier la conformité des normes inférieures par rapport à la Constitution, mais il faut qu'on arrive à créer matériellement, d'accord, une telle institution pour qu'on arrive à une effectivité de la justice constitutionnelle haïtienne. Donc, je m'arrête là. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser par rapport à l'exposé d'aujourd'hui. Oui, oui. Et maintenant, écoutez-moi bien. Alors, pour comprendre une telle approche, il faut analyser la structure de la Cour de cassation. Parce que, écoutez-moi bien, et moi, j'arrive à dire que c'est une sorte de lenteur procédurale. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi la Cour de cassation arrive à casser une décision pour la renvoyer par devant le tribunal des mêmes compétences pour réapprécier l'affaire. Je me suis dit, c'est une perte de temps. Mais quand même, c'est la structure de notre système. Alors, ce ne sont pas toutes les affaires. Ce ne sont pas toutes les affaires. Pour les affaires urgentes, les affaires de travail, la Cour de cassation tranche, c'est fini. Elle ne va pas envoyer l'affaire par devant un autre tribunal. Pour les affaires de travail, pour les actions référées, pour les gardes d'enfants, mais pour les actions processoires, ça peut arriver que la Cour de cassation casse la décision et renvoie. C'est-à-dire que la Cour de cassation constate qu'il y a une violation d'une règle de droit. Parce que les juges de la Cour de cassation ne sont pas les juges des faits, ils sont les juges de droit. C'est lorsqu'ils constatent qu'il y a une irrégularité juridique au point de vue légal, ça peut arriver que la Cour de cassation casse une décision. Mais peut-être que je vous dise, s'il s'agit d'une exception d'ordre public, c'est-à-dire que vous n'avez pas payé une amende fiscale lorsque vous avez exercé, vous avez été jeté appel contre une décision, et la Cour constate que vous n'avez pas payé l'amende, eh bien, si la Cour constate cette irrégularité, eh bien, elle tranche, c'est fini.
elle ne va pas renvoyer l'affaire par devant notre tribunal. Mais s'il constate que l'affaire a été mal jugée en ce qui a trait à la violation d'une règle de droit, et bien ça peut arriver, si ça est une action processoire, la Cour va renvoyer l'affaire par devant le tribunal de renvoi. Donc, c'est pas dans tous les cas. Et c'est vrai. Il y a des cas d'exception où la Cour tranche en dernier ressort et puis c'est fini de manière souveraine. Et c'est vrai. C'est pas dans tous les cas. Mais moi, je me suis dit que la question du second recours, en ce qui a trait à la décision des tribunaux de renvoi, il faut revoir tout ça. Pourquoi? C'est parce que c'est une sorte de lenteur procédurale, n'est-ce pas? Oui. Et il y en a un dire qui est extrêmement important, c'est que il a fait proposition pour un pile réforme constitutionnelle. Pendant que vous disons ça que faut un cours constitutionnel. Ils voulaient remplacer le conseil là par un cours. Bon, même conseil là va exister, voir pour nous gagner un cours. Même conseil là va mettre sous pied, voir pour gagner un cours. Et qui est pas ce conseil là encore? Vous allez voir que le Conseil constitutionnel a le plein pouvoir de trancher les litiges entre les trois grands pouvoirs de l'État. Lorsque le pouvoir législatif est en conflit avec le pouvoir législatif, il faut qu'il y ait une instance qui est compétente pour trancher sur un tel litige. Si les deux chambres sont en conflit, c'est le Conseil constitutionnel qui va trancher sur un conflit opposant les deux chambres. Donc voilà la nécessité, voilà eh bien l'importance d'une telle institution qui est créée par la Constitution de 1987 amendée. Et vous allez voir que les tribunaux électoraux qui tranchent dans le cadre d'un contentieux électoral, eh bien, les décisions des tribunaux électoraux, eh bien, sont susceptibles, d'accord, de pouvoir par devant le Conseil constitutionnel. On peut attaquer les décisions des tribunaux électoraux. En cas où il existe le Conseil constitutionnel. Alors imaginez-vous, lorsqu'il y a des conflits électoraux, c'est-à-dire que le contentieux électoral, une fois que le BCN tranche, c'est fini. Vous ne pouvez pas, eh bien, contester cette décision par devant une autre instance. C'est fini. Lorsque le BCN tranche en dernier, c'est fini, de manière souveraine. C'est-à-dire que si vous votez candidat aux élections et vous constatez que ces élections sont fraudées, eh bien, vous pouvez exercer un recours par devant un tribunal électoral. Mais imaginez-vous, si le BCN tranche, vous n'êtes pas d'accord, vous allez recourir par devant le BCN. Le BCN, n'est-ce pas? Bureau du contentieux électoral national. Mais si le BCN ne tranche pas à votre faveur, vous n'êtes pas d'accord, vous ne pouvez pas contester la décision par devant une autre instance. Mais étant donné qu'il existe un Conseil constitutionnel, vous pouvez recourir par devant cette instance qui va trancher un dernier ressort, qui va trancher de manière suprême, qui va trancher de manière souveraine.